Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on quitte donc la fiscalité pour un autre sujet chaud du moment, une thématique dont tout le monde parle sur les marchés, celle de l'intelligence artificielle, de l'IA comme on dit. C'est vrai qu'il y a eu les résultats spectaculaires d'NVIDIA et puis cette vente par Peter Thiel qui a fait s'interroger pas mal de monde. Bulle ou pas bulle, telle est la question pour paraphraser et pour faire le point des meilleurs spécialistes de ce monde de l'IA et de la bourse, c'est Louis de Montalembert. Bonjour Louis. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Sony AM. Alors d'abord, effectivement, cet investisseur qui, quelques jours avant les résultats, je vais dire balance parce qu'on aime bien les mots qui font des chocs, les journalistes, mais voilà, qui vend toute sa position d'NVIDIA. Tout le monde rêve d'avoir du NVIDIA et lui vend tout. C'est quoi ? C'est un mouvement tactique finalement d'un opérateur, d'un très avisé qui fait tourner son portefeuille ou c'est un signal fort ? En fait, on pourrait rajouter Michael Burry, vous savez, qui est célèbre depuis The Big Short, qui lui-même a shorté Nvidia ainsi que Palantir. Donc, c'est vrai que ça interroge. Et finalement, Nvidia est une entreprise exceptionnelle. On a vu que c'était la première entreprise qui atteignait ce qu'on appelle 5 billions de dollars de capitalisation. Mais finalement, toute cette progression s'est faite dans un cadre idyllique. Le premier, c'est effectivement l'émergence de l'IA. Avant ChatGPT, finalement, Nvidia, c'était surtout des cartes graphiques pour les joueurs. Voilà, pour les joueurs. Et deuxièmement, dans une situation de monopole. Et donc ça a amené des marges. On l'a vu dans les résultats. Les résultats sont exceptionnels, c'est-à-dire une croissance stratosphérique, des marges brutes de 75%, marge opérationnelle supérieure à 60%. Et donc, c'est là où on peut s'interroger sur la suite des événements. C'est-à-dire, est-ce que l'IA peut se développer, sachant que du côté des puces, on a un monopole ? Et la réponse est non, parce qu'en fait, pour que l'IA s'infuse dans l'ensemble de l'économie, il faut qu'elle soit déflationniste. Il faut que les prix baissent de manière significative. Or, il y a au moins un goulot d'étranglement. On pourra parler des autres goulots d'étranglement par la suite, mais il y en a un qui est celui des puces. Or, on a vu les progrès de Google. Souvenez-vous, Google, quand ils ont sorti leur premier modèle qui s'appelait Bard, qui était ridicule, avec un pape qui était une femme, George Washington qui était noir, ils avaient du tout refermé et ils ont relancé plus tard Gemini. Il y a quelques jours, il y a Gemini 3 qui a été lancé et qui est très au-dessus de ChatGPT 5. Et ce qui est significatif pour NVIDIA, puisque c'est de NVIDIA dont on parle, c'est que Google n'utilise pas NVIDIA. D'accord ? Google a dessiné depuis 10 ans ses propres puces avec Broadcom. Ça s'appelle les TPU. Et donc, Gemini n'a été entraîné que là-dessus. Et puis, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que Grok, xAI, Tesla vient d'annoncer qu'ils allaient mettre leurs propres puces pour entraîner leur modèle, que Amazon a Trainium. Et donc, voilà, on voit le monopole qui est en train de commence s'effriter. à se... Ouais. Voilà. Et donc, elle est là la question. La question, c'est pas les résultats d'aujourd'hui ne sont-ils pas exceptionnels ? On est dans une phase d'équipement. Ça, on a compris que cette phase d'équipement allait perdurer et être massive. Mais est-ce que le monopole de Nvidia va perdurer ? Et la question est entière. Et donc, si on en doute, dans ces cas-là, on peut vendre effectivement ces actions Nvidia. Il y a beaucoup de questions malgré tout autour de l'idée de bulle. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de comparaisons avec la précédente, entre guillemets, avec celle des années 2000, des fameuses TMT que tout le monde avait portées au nu et puis qui s'était effondré dans un grand bruit. Il y a une comparaison à faire ou pas ? Alors, vous savez, les gérants et les économistes sont comme les militaires, ils combattent toujours la guerre d'avant. Ouais. Donc, on reste toujours traumatisé par une grande crise et on essaye de trouver des points de comparaison. Je pense que c'est une erreur. En fait, on est dans les deux cas de figure, dans une révolution technologique qui va changer beaucoup de process économiques. Je pense dans une ampleur encore plus importante avec l'IA que ça ne l'était avec Internet. Je pense effectivement que... c'est une vraie révolution. Enfin, voilà. Comme l'électricité. Ouais. C'est vraiment de ce niveau-là. Alors après, on peut avoir une bulle aussi. Les deux sont possibles. Pourquoi est-ce que... Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas dans la même configuration, même si on peut trouver des éléments de comparaison, on peut trouver des endroits où il y a bulle. D'accord ? Je peux questionner aujourd'hui le fait que OpenAI vaille 500 milliards. Je peux le questionner d'autant plus fortement que, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce week-end, il y a un mémo interne qui a fuité dans lequel
après les succès de Gemini 3, donc qui est beaucoup plus puissant que ChatGPT, Sam Altman a dit à toute l'entreprise, attention, il faut se mettre en mode guerre. Peut-être que l'année prochaine, on n'aura une croissance que de 5%. Et là, effectivement, une entreprise qui fait 20 milliards de chiffre d'affaires et qui a 8 milliards de cash burn et qui ne fait que 5% de croissance, ça vaut pas 500 milliards. Donc là, il y a bulle. On peut se poser la question sur Palantir, mais c'est un peu les arbres qui cachent la forêt. Si on veut une bulle, il faut que l'ensemble du système, rappelez-vous les .com. Oui, c'est ça, n'importe quoi pour peu que ça... La Fnac avait rajouté .com à l'époque. Bon, le jour où on aura toutes les entreprises qui rajouteront .ai à la fin, là, on pourra dire qu'il y a une bulle. C'est l'ensemble qui participe aujourd'hui. En fait, on a une toute petite partie de la cote qui participe à cette hausse. Et ensuite, est-ce qu'on peut appeler ça, alors, quand on fait référence, d'abord, la première chose, je trouve que la question, c'est pas est-ce qu'il y a une bulle, la question, c'est est-ce que nous sommes dans le cadre d'une bulle qui risque d'exploser ? Parce que si je vous dis on est dans une bulle, comme en 1996, quand M. Greenspan disait il y a une exubérance irrationnelle marché, et que vous vendez vos actions, vous allez sacrément me blâmer pour avoir raté 3 des années les plus exceptionnelles. Donc, il y a eu constitution de bulle. Là, est-ce qu'on est au début de la constitution d'une bulle ? Peut-être. Est-ce que on a un moment où une bulle va exploser parce que tout est mature ? La réponse est non, catégoriquement non. Pour autant, c'est hyper... Enfin, on parle de toutes ces valos, etc. Mais encore, comme quand on parlait des 7 magnifiques, enfin, on a l'impression que ce monde s'hyper concentre sur quelques titres. Et ça, c'est un risque pour un portefeuille, pour un investisseur, non ? Alors d'abord, avec l'idée même que ça se concentre sur quelques titres, montre déjà que si c'est une bulle qui est très, très réduite. Et ensuite, en fait, on voit Nvidia, peut-être son écosystème le plus proche, et les hyperscalers, les Microsoft, etc. Mais en réalité, il y a toute une chaîne de valeur. On a vu qu'il y a les mémoires qui sont très importantes dans les... Donc les mémoires, c'était Micron, SK, Hynix, et puis ensuite, on a aussi les disques durs avec... des gens comme Western Digital qui ont explosé. Puis, il y a même toute la chaîne, en fait, on parle de l'électricité. En fait, l'un des points bloquants, on parlait de goulot d'étranglement pour la diffusion de l'IA. Aujourd'hui, on est en train de réaliser qu'il y a probablement 2 goulots d'étranglement qui n'ont pas été considérés. Il y en a un, c'est tout simplement la construction des data centers. On a vu que CoreWeave a eu des problèmes en bourse parce qu'ils ont dû repousser le démarrage de 2 data centers à cause de problèmes de construction. Mais surtout l'électricité. En fait, on ne parle aujourd'hui, quand on parle d'IA, on ne parle qu'en gigawatts installés. Pourquoi est-ce qu'on parle en gigawatts installés ? Parce qu'en fait, c'est l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les GPU ou les TPU. On parle même plus de nombre de puces, on parle de gigawatts. Donc on s'aperçoit qu'il va C'est pour ça qu'on en revient avec des titres un peu old school comme Schneider. Exactement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est plus large que... Alors, néanmoins, ça reste sur la thématique. C'est-à-dire qu'on voit bien que si il y a des accidents sur l'IA, Schneider, qui pourtant, au début, n'est pas associé à ça, chute, ou bien Siemens Electric, qui fabrique des turbines pour des centrales à gaz ou des centrales nucléaires, on se dit, quel est le rapport ? Mais parce qu'il y a une véritable révolution énergétique qui est liée à l'IA et qui est tirée par l'IA. Donc, mais voilà. Donc, il y a concentration, mais... Il y a plusieurs manières de jouer cette thématique qui ne sont pas nécessairement juste est-ce que j'ai du Nvidia ou du Broadcom dans mon portefeuille. On a commencé en parlant de ces arbitrages de quelques grands noms, etc., qui ont quitté, donc, par exemple, Nvidia, etc. Mais on a vu qu'en même temps, ils revenaient sur d'autres acteurs de cette tech américaine, enfin, voilà, du Google, du Apple, du Microsoft. Alors, vous nous avez dit, bah oui, mais ils sont aussi partie prenante de la course, ceux-là, mais dans l'imaginaire de l'épargnant, peut-être du boursier moins averti, on se dit, ah ouais, non, mais il fait de la tech sûre, alors que moi, j'étais exposé sur de la tech pas sûre, non ? Alors, il se passe un truc... De se faire du Microsoft, du Apple, oui, c'est... il se passe un truc assez étonnant. Old school, non ? C'était old school, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que, vous voyez, en début d'année, on serait parlé, on aurait parlé de Google, on aurait dit, oh là là, Google, le gros de ses profits, c'est le search. Et donc ça, c'est en risque parce qu'ils sont attaqués par le département de la justice américain. Et puis c'est en risque parce que l'IA va dératiser le search puisqu'on va faire des prompts, etc. 6 mois plus tard, l'image a complètement changé. En fait, on s'aperçoit que Google est probablement, ou Alphabet, est probablement l'acteur le plus intégré, le plus puissant
qui est capable de déraciner un OpenAI qui pourtant qui est semblait avoir parti pris beaucoup. avec. Donc en fait, c'est la capacité de ces acteurs à habiter ces nouvelles thématiques. Je vous parle même pas de Microsoft. Je veux dire, Microsoft, il y a l'ère Ballmer où ils ont raté tout, Internet, etc. Mais depuis, c'est vraiment la boîte qui est sur la balle et toutes ces révolutions technologiques, elle les a prises. Et donc, en fait, c'est cette capacité de ces géants à se réinventer et donc à avoir de la croissance, parce que c'est quand même des boîtes qui croissent à plus de 15%, malgré la taille. Et ensuite, on parlait tout à l'heure de savoir s'il y avait une bulle. Quand on faisait référence à la bulle de 2000, les gens mettaient de l'argent sur des entreprises qui faisaient très peu de chiffre d'affaires, ou même quand on était sur les TMT... Il fallait que ça crame le plus de cash possible voilà, pour peu qu'il y ait exactement. .com, quoi. Si vous prenez le cumul de Amazon, Microsoft, Google, Meta, c'est plus de 500 milliards de dollars de cash flow opérationnel dans le passé. Vous voyez, là aussi, ça relativise la question de la bulle, parce qu'on dit oui, mais ils font des investissements, ils commencent à s'endetter. Les acteurs qui s'endettent, parce que ça, c'est un des arguments autour de la bulle, c'est des gens... Oracle, je ne mettrai pas d'argent sur Oracle. Voilà. Oracle est typiquement une entreprise qui a pris un retard faramineux, qui tout d'un coup a signé des deals tous azimuts, et elle, pour le coup, elle crame de la dette. Donc, il y a un vrai risque. Mais quand on prend les principaux acteurs Pourtant, le marché de l'IA, avait salué le truc de façon momentanée. Oui, et d'ailleurs, non, mais on se souvient que ça avait fait les gros titres de la presse. C'est donc ironique, ça peut... parce que Larry Ellison avait été momentanément l'homme le plus riche du monde, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Bon, là, on parle, Louis, de grandes thématiques, mais si on revient à mon petit niveau, là, celui d'un épargnant qui gère son exposition boursière, son petit portefeuille de façon un peu patrimoniale, comment on met de l'IA dans son portefeuille patrimonial? Parce que, effectivement, aller choper du Nvidia, c'est pas évident. Aller, j'ai envie de dire même du Apple, etc. C'est un peu comme nos grands titres du luxe. Alors moi, je vais vous dire, je pense que il y a deux chemins qui sont intéressants pour ne pas être trop frontal dans le type de titre dont vous parlez. Il y a celui dont on a déjà parlé, qui est l'électrification. C'est d'autant plus intéressant que, en fait, la planète vit une révolution d'électrification, alors qui est accélérée par les nécessités de l'IA. Mais on s'aperçoit qu'il y a une nécessité extrême de réinvestir dans ce qu'on appelle le grid, c'est-à-dire tous les réseaux, et tous les systèmes de fabrication d'électricité. De toute manière, l'électrification est une... Oui, on veut qu'on roule en électrique, on pédale en électrique. C'est une nécessité absolue, et donc, quels que soient les atermoiements de la thématique IA, l'électrification est une nécessité. Et c'est très intéressant de constater qu'un Trump qui a tiré à boulet rouge sur les renouvelables, aujourd'hui est en train de se gratter la tête quand on a un Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui dit la Chine va gagner la course à l'IA parce que elle a investi massivement dans l'énergie. Et effectivement, c'est par le renouvelable. Alors, le renouvelable est plus compliqué à utiliser dans les data centers parce que c'est une énergie alternative, mais peut aller sur l'habitation. Et on peut dériver du coup des centrales à gaz vers... Donc en fait, il y a un besoin d'électrification qui est massif. Il y a plein de boîtes pour jouer cette thématique et ne pas être complètement dépendant de l'IA. C'est-à-dire même si l'IA pouvait créer des soubresauts... Donc de l'exemple comme Schneider tout à l'heure dont on parlait, de se dire là on est déjà un peu IA, même si on ne l'est pas. Siemens Energy qui a un tableau, enfin un carnet de commandes qui est juste stratosphérique, GE Vernova aux États-Unis. De plus en plus on parle de la pile à combustion avec Bloom Energy, etc. Donc là il y a un truc. Il y a pour moi un deuxième endroit où on peut aller qui c'est pour le coup fait dératiser en bourse, c'est le logiciel cloud. Pourquoi ce qui s'est fait dératiser en bourse? C'est parce que Sam Altman a beaucoup ouvert sa bouche en expliquant que de toute manière, il allait remplacer tous les logiciels de la Terre. Bon, Sam Altman, il a aussi dit qu'il allait dépenser 1400 milliards pour pouvoir justement faire tous les projets d'investissement qu'il veut faire. En face, on a Anthropic, qui est son concurrent le plus immédiat, qui lui a dit « Je vais devenir le meilleur LLM pour faire ce qu'on appelle des API » justement pour mes clients qui sont les éditeurs de logiciels qui, eux, font des fonctionnalités à l'intérieur du logiciel qui permettent de créer des gains de productivité
directement. Donc en clair, je vais les accompagner, quoi, voilà, plutôt over que the counter, voilà, qui accompagne les remplacer, quoi. Exactement. C'est simple, je vous donne un exemple tout bête. ServiceNow, qui est une boîte logicielle qui fait 12 milliards de chiffre d'affaires, ils ont notamment une fonctionnalité qui est de gérer le back-office de e-commerçants. Quand vous avez un e-commerçant qui a une commande qui arrive cassée chez un client, c'est très time-consuming parce que vous avez un agent qui doit traiter l'email, ensuite il doit proposer au client une solution, il doit mettre en place la solution et ensuite il doit générer un petit rapport. Voilà, avec ProPlus, qui est la fonctionnalité IA de ServiceNow. Aujourd'hui, le bot fait les premiers contacts avec le client, détermine les solutions, l'agent n'a plus qu'à cliquer et le bot rédige le petit rapport d'incident. Ce qui fait qu'un agent traite 3 tickets là où il en traitait un avant. C'est un gain de productivité de 66%, c'est immédiat, c'est lisible et surtout, c'est à l'intérieur du workflow des entreprises. Donc, oui, et puis on ne s'est pas mis à dos le client, Exactement. Et Sam Altman, tout d'un coup, je pense, va avoir un conseil d'administration qui va lui dire « Attends, t'arrêtes de gueuler Ubit et Torbic, on va faire tout et n'importe quoi. On va se concentrer, comme le fait Anthropic, qui d'ailleurs a annoncé la profitabilité pour 2027 et des niveaux de cash flow qui sont extrêmement abondants. Et donc là, pour le coup, on est sur les logiciels applicatifs ont été extrêmement maltraités en bourse. On est sur des valorisations qui sont extrêmement basses. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a de la croissance de chiffre d'affaires, on a des cash flows. Donc ça, c'est sécurisant. Et en même temps, c'est mal aimé de la bourse à l'heure actuelle. Donc, si je résume, on peut toujours regarder et rêver et peut-être parfois attraper tel ou tel grand titre. Mais c'est aussi intéressant de plonger dans les news, d'aller regarder quelles sont justement ces boîtes qui sont connexes, qui sont dans l'univers, dans les radars, etc. Le logiciel, c'est intéressant. Ouais. Il y a quand même une grosse profondeur. Vous avez des entreprises qui font plusieurs milliards de dollars jusqu'à plusieurs centaines de milliards. Alors, on peut aller jusqu'à Salesforce. Moi, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Mais ServiceNow, que je vous ai cité, c'est peut-être 200 milliards de capitalisation. Et après, on a des boîtes plus modestes comme Monday qui fait peut-être 10-12 milliards. Enfin, on a vraiment de la profondeur. Bon, on a dit un petit peu que peut-être qu'il y avait une bulle, que en tout cas elle était peut-être pas sur le point d'éclater tout de suite, que c'était pas la grosse panique du moment passé, comme vous l'aviez rappelé. Malgré tout, est-ce qu'on arrive à se projeter quand même un peu, je sais pas, 3-5 ans, parce que quand on regarde les noms que vous nous citez, peut-être qu'il y a 3-5 ans, c'était même soit les boîtes n'existaient pas, soit c'était très compliqué, sauf à être ultra spécialiste, et c'est pas le cas de l'épargnant, j'ai envie de dire lambda, c'était très compliqué de les dénicher. Ceux qu'on citera dans 3-5 ans, elles existent déjà, vous avez déjà un petit œil dessus, on sait qui seront potentiellement les gagnants dans 3-5 ans? Alors, si j'avais une boule de cristal, je vous réponds bien sûr. De précision. On peut trouver des acteurs. La tech, ça bouge très vite. Il y a des gens qui trouvaient Netscape formidable quand c'est sorti, puis ça a totalement disparu, comme les Yahoo, etc. Donc, c'est difficile de se prononcer, mais... Pour les plus jeunes, c'était un navigateur, Netscape. Voilà, exactement. Et qui avait 100% du marché au début. Donc, c'était vraiment un monopole. Donc, c'est quand même très difficile dans ces mouvements qui sont... on parle de révolution. Donc... je dirais qu'en tout cas, les géants dont on a parlé, ils sont assez bien installés dans ce système, d'accord ? Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'on voit bien que c'est une révolution d'envergure qui demande beaucoup de moyens et qu'ils ont des moyens. Mais du coup, si j'étais un épargnant et que je me disais je veux trouver des titres et dormir dessus, je ne m'éloignerais pas tellement des plus grosses capitalisations qui ont démontré leur capacité sur cette vague. Et sinon, je vais jouer contre mon camp. Enfin, j'irai voir des spécialistes, ou bien, des gens comme moi, ou bien je mettrai sur des ETF, type Nasdaq. Mais se dire qu'aujourd'hui, on va prendre un titre et dormir dessus pendant 5 ans en disant, lui, c'est le gagnant de l'IA, je suis pas sûr. Bon, comme vous avez failli vous tirer une balle dans le pied avec les ETF, je vais vous offrir une planche de sauvetage. Vos 3 conseils ou tips, pour parler un excellent français, très concret que vous auriez envie de donner aujourd'hui à un investisseur particulier sur cette thématique de l'IA? En termes de valeur ou en termes de... En termes de
voilà, trois conseils, entre guillemets, un peu concrets, soit de manière de procéder, soit peut-être de valeur, soit de psychologie, même peut-être. Enfin voilà, les trois conseils de Louis de Montalembert. Moi, juste pour planter un tout petit peu le décor, l'IA sera la révolution qu'on attend le jour où elle sera totalement commoditaire, d'accord, où elle coûtera quasiment rien. Il faut se souvenir qu'une autre des grandes révolutions technologiques qu'on a vécues, c'est la micro-informatique. À l'époque de la révolution de la micro-informatique, investir dans les fabricants d'ordinateurs, c'était peut-être pas la meilleure idée, puisque au final, le gagnant de la micro-informatique, ça a été l'utilisateur. L'IA, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ça va marcher uniquement si ça coûte très très peu cher. D'accord ? Et si ça coûte très très peu cher, c'est qu'on aura construit beaucoup de capacités. Donc, dans mes conseils, et aujourd'hui, le goulot d'étranglement pour ce beaucoup de capacités, et même le vocabulaire qu'on utilise, c'est le gigawatt. Donc, je me poserai vraiment des questions autour de l'électrification. D'accord. Et ensuite, il va y avoir besoin d'une quantité astronomique de puces, ça c'est sûr, de semi-conducteurs. Je serais un tout petit peu méfiant de Nvidia, même si c'est une boîte extraordinaire, qui va garder une position dominante, qui a construit un écosystème avec le logiciel CUDA qui est phénoménal, mais qui est dans une position de monopole qu'elle est en passe de perdre. Autrement dit, c'est une boîte qui peut passer de 5 000 milliards à 2 500 milliards, ça restera une des plus grosses boîtes du monde et une des plus belles boîtes du monde. Donc je m'intéresserai nécessairement à Broadcom si je veux être dans les semi-conducteurs. Et puis, je m'intéresserai évidemment à Alphabet parce que c'est une entreprise exceptionnelle, franchement. Et la manière dont c'est DeepMind, alors c'est Asabi, le fondateur de DeepMind, de toute façon, ils ont réussi à sur très long terme, à tokeniser tout Internet, c'est vraiment leur savoir-faire, et donc avoir des sets de données extrêmement complets, extensif, de très bonne qualité, fait que pour moi, dans les gens qui vont faire de la grande volumétrie et être capables de distribuer très largement, c'est certainement un gagnant. S'il fallait dormir pendant 5 ans, c'est sur lui que je dormirais. Et s'il y avait une erreur à éviter ? Oh là là, ça c'est difficile. C'est de miser c'est de croire qu'il va y avoir un gagnant et qu'on est capable de le trouver. Ouais. Et l'autre, c'est de la technologie. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que toute l'économie, toutes les entreprises sont appelées à devenir technologiques à un niveau ou à un autre. Donc, déjà, il ne faut pas faire l'impasse sur la tech. En Europe, on a trop fait l'impasse sur la tech, même en tant qu'épargnant. On réfléchit en zone géographique. Et moi, je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais aux États-Unis, j'ai vu une présentation de John Deere. John Deere finit sa présentation en disant « Nous sommes une entreprise technologique qui... » On rappelle sur les tracteurs. Voilà, les tracteurs. John Deere, c'est le gars qui, au 19e siècle, a inventé le soc de charrue en acier inoxydable. D'accord ? À la base, c'est ça. Des tracteurs. Et eux, ils concluent en disant « Nous sommes une entreprise technologique qui, il se trouve, fabrique des tracteurs. » Parce qu'effectivement, ils utilisent de plus en plus d'algorithmes. Ils ont un stack technologique qui compte un nombre d'entreprises technologiques énorme. Et donc, il faut s'intéresser à la technologie, ça c'est clair. Mais il faut éviter de croire qu'on va être assez malin pour trouver le champion. Merci beaucoup, Louis. Louis de Montalembert, donc Sony AM pour ce regard très complet, avec beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots, beaucoup de noms. Donc à écouter et à réécouter, bien évidemment, en podcast. Vous trouverez ça à l'envi sur le site de Radio Patrimoine. À très bientôt. À bientôt, Louis. Merci aussi donc à Yann de Florenne qui est passé juste avant pour parler de défiscalisation. Donc quelques messages à retenir peut-être, celui de défiscaliser mais jamais au détriment de la cohérence patrimoniale. Et puis sur cette IA, peut-être un peu de prudence, mais surtout de la passion et de regarder un petit peu et ne pas se faire obnubiler par les résultats ou les performances spectaculaires de tel ou tel. Bref, il faut toujours garder, et ça c'est une thématique
thématique générale sur notre gestion de patrimoine, une vision d'ensemble et se faire accompagner par des professionnels compétents. C'est ce qu'on vous propose bien évidemment chaque numéro de Cœur de patrimoine. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro et d'ici là, prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre patrimoine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.